Marvin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir pour parler de ton travail photographique et ta démarche artistique. Tu es photographe. Tu as commencé la photo en 2013 avec la volonté de représenter les quartiers populaires à Paris notamment, enfin en France. Ma première question, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui est Marvin Bonheur et comment tu as commencé la photographie? Du coup, je m'appelle Marvin Bonheur, je suis d'origine antillaise, d'où mon nom de famille. Et j'ai grandi en Île-de-France, principalement dans le 93. Donc de Bondy, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois. J'ai été scolarisé au lycée à Bobigny. J'ai vagabondé entre Villepinte et Sevran. Et voilà, Blanc-Ménil, donc vraiment un produit du 93. J'ai commencé la photo il y a une dizaine d'années maintenant. Comme tu le dis, justement, dans cette volonté de représenter ce que j'appelle les miens, mon territoire, donc le 93 et les différents quartiers dans lesquels j'ai pu grandir et être éduqué. Depuis 10 ans maintenant, j'essaie de développer ce regard-là sur les quartiers populaires à travers le monde maintenant et de représenter les personnes que j'appelle les oubliés. Donc comme j'aime dire, le visage des oubliés, mettre une image et une voix sur cette partie de la population. Effectivement, dans ton travail, il y a une dimension à la fois de photographie documentaire parce que tu te rends sur des territoires pour photographier des environnements, de l'architecture et une population locale, et en même temps une démarche sociale parce que tu te positionnes avec une volonté de dénonciation sociale. Est-ce que tu te revendiques artiste engagé et comment est-ce que cette volonté de dénonciation elle est apparue? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé organiquement ou dès le début de ta démarche, il y avait vraiment ce désir-là de s'exprimer sur ces sujets? Pour moi, il y a eu un peu des deux. Je me rappelle qu'au début, quand j'ai commencé mon premier projet, qui est une trilogie, mais le premier volet s'appelait Alzheimer. Dès la première exposition et les premiers articles, en fait, j'ai vu en fait dans l'analyse des gens extérieurs qu'il y avait un regard un peu engagé et politique dans mon travail. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la photographie, j'ai inconsciemment parlé un peu dénoncé et parlé un peu politique sans vraiment le vouloir. Je pense que ça faisait partie et ça fait toujours partie de moi au-delà de l'art en fait, de mon identité d'homme noir en France, de jeune d'enfant de banlieue, de quartier populaire. Je pense que même si on n'a pas forcément envie d'être politique, on a toujours un peu un avis. Et dans mon travail, en fait, c'est né assez facilement, c'est né assez simple parce que de parler des quartiers populaires, tu peux que dénoncer. En fait, il y a malheureusement, ça fait partie du sujet en fait. Donc, c'est vrai qu'au début, j'avais pas trop aimé l'étiquette de photographe engagé, photographe porte-parole, etc. J'avais pas envie de me placer comme ça. Je me voyais simplement comme un artiste. On va dire que je saisis l'opportunité de pouvoir mettre des mots sur ce qu'une population a envie de dire, en fait, publiquement. Tu parles de mots, de prise de parole. Effectivement, là où on pourrait dire que dans la photographie, les photos parlent d'elles-mêmes, toi, tu as la volonté de t'exprimer clairement sur ta démarche et aussi cette dimension sociale. Ça passe par le biais de masterclass, de rencontres, de débats sur le monde de demain. Et je voulais savoir, est-ce que tu dirais que la prise de parole, justement, est aussi importante que l'image, sans vouloir faire de clivage entre les deux? Alors moi, je suis quelqu'un qui prône la liberté à chaque fois, donc je pourrais pas dire que on doit le faire. Pour moi, chaque personne et chaque artiste est libre de faire comme il a envie. Ça, c'est ma philosophie de base. Après, personnellement, pour moi, c'était important, oui, de mettre des mots parce que de mon point de vue et mon opinion personnelle, à partir du moment où on parle de situations aussi complexes que la vie des quartiers populaires, ou en tout cas des personnes exclues dans la société, euh, il faut y mettre un contexte parce que des images, malheureusement, aujourd'hui, on peut rapidement les détourner, on peut les réutiliser, les réinterpréter. Et pour moi, c'était important d'y mettre des mots et d'expliquer mon travail parce que voilà, dans l'imagerie de mon travail, on y voit aussi bien des personnes qui sourient, mais on y voit des gens en cagoule, on y voit des voitures qui brûlent, on peut y voir des scooters, enfin toute l'imagerie aussi stéréotypée que les médias utilisent. Et pour moi, c'était important d'y mettre des mots parce que j'avais envie aussi d'expliquer en fait derrière une photographie de motocross par exemple, toute cette culture de la backlife, toute la culture d'un jeune gamin qui rêve de faire de la bécane toute sa vie parce qu'il il a vu ses grands de son quartier en faire. C'est pas juste de montrer des bécanes pour dire que il y a de la dangerosité en quartier et que les mecs font des ollies toute la journée et que ça dérange les voisins.
Pour moi, c'était là où c'était dangereux, c'est qu'à partir du moment où je montre un territoire complexe, c'était important pour moi de aussi se placer, de mettre des mots et des explications sur ce que je prends en photo. Quand on parle d'image, on parle d'art visuel aussi, il y a tout le côté esthétique que tu travailles. C'est des images qui sont, au-delà d'avoir un message, être très belles visuellement. Quelle représentation tu souhaites offrir à ces oubliés? L'intention de mon travail est pas de faire du beau, n'a jamais été de faire du beau. L'idée de mon travail, c'est de représenter plutôt l'authenticité, la beauté naturelle. Donc pas vraiment dans un but de faire du beau pour que ça soit commercialement, publiquement quelque chose d'esthétique que tout le monde va aimer, mais plutôt mettre en avant une beauté naturelle d'un territoire ou d'une personne. Pour moi, il y a du beau dans tout déjà, dans ce monde. Et surtout dans les endroits où on a l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant, pour moi, on rate énormément de choses parce qu'il y a du beau partout. Et cette beauté-là, qui se trouve dans les territoires qui sont oubliés, pour moi, c'est comme un trésor caché que les gens ne connaissent pas. Et moi, c'était une grande chance pour moi de grandir dans ça parce que je la connais. Et aujourd'hui, j'utilise cette connaissance de mon histoire personnelle avec la photographie pour la mettre au grand jour, cette beauté-là. Il n'y a pas un truc un peu esthétique où je me dis, tiens, la moto elle est bleue, là il y a du soleil, là il y a un reflet, donc forcément les gens ils vont kiffer parce que... Non, c'est juste, il y a un mec il est en bécane, je trouve il a une énergie de ouf, il est en train de kiffer son moment. Pour moi, c'est un moment représentatif de moment de plein de jeunes. Je prends la photo. T'as ton style à toi, l'argentique, et il y a aussi la question de la nostalgie, qui est un de tes procédés phares. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a un regard un peu différent quand tu fais du film, je trouve, et effectivement, moi, dans mon intention, dans mon travail, il y a aussi ce côté nostalgique, comme tu le dis, parce que ça fait partie de mon identité, parce que ça me rappelle mon enfance, parce que moi, j'ai aimé grandir en quartier. Je pense qu'à travers le film, qui, pour moi, en tout cas, arrive mieux que le digital à capter cette poésie, pour moi, mes émotions plus la technique ou qu'à l'utilisation du film, fait qu'effectivement mes photos à la fin peuvent transcrire quelque chose de plus doux et plus poétique, et c'est effectivement l'intention initiale de mon travail. Encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, quand je photographie d'autres territoires, j'ai toujours cette intention-là de plutôt montrer quelque chose avec de la douceur, avec de la poésie, parce que pour moi, même dans la violence, même dans le dur, il y a du doux, il y a du beau, il y a de l'harmonie, et moi c'est ça que j'essaie de... C'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que j'essaie de le retranscrire. Tu as été à Mayotte, à Détroit, à Londres et récemment à Shanghai. Qu'est-ce que ça fait en fait d'être habitué à travailler avec un type de population et de territoire et d'orienter son œil photographique sur des choses que tu connaissais pas forcément? La première fois que j'ai vraiment quitté un peu ma zone de confort, on va dire, c'est quand je suis parti à Londres, dans les quartiers populaires de Londres, et où j'ai visé ce qu'ils appellent les no-go zones, et j'ai cherché le 9-3 de Londres. Je me suis rendu compte, et c'était déjà mon hypothèse à l'époque, que finalement, on a un peu le 93 partout dans le monde, dans le sens où la culture populaire, la culture de la rue, pour moi, elle est un peu internationale. Et selon les territoires, alors on a des codes plus ou moins différents, des langages, des réflexes, etc., assez différents, mais globalement, la structure, en fait, est souvent la même. Voilà, à 2 h du matin, je sais pas moi, à Cannington, dans un square avec 10 gars qui parlent tous anglais, accent jamaïcain, en train de boire du ginger et fumer des pets, bah, je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'être dans mon quartier en fait. Et que j'étais peut-être plus à Paris, mais que j'avais vraiment cette aisance. Et que j'étais super bien accepté aussi, que j'avais un passe-droit, parce que j'avais ces codes-là. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer, de m'aventurer encore dans d'autres quartiers dits difficiles, comme Cova de Moura par exemple à Lisbonne. Donc souvent la réaction c'est « Waouh, mais t'as fait tout ça de chemin pour venir dans notre quartier à nous et t'es pas parti dans le centre pour voir les trucs touristiques, t'es venu nous voir nous ». Et du coup, bah, y a tout de suite un truc de les portes elles sont ouvertes. Et mon dernier séjour, ça a été Shanghai, et pour moi, ça a été encore un autre step. Parce que, à la différence, comme je dis, de tous les territoires que j'ai pu couvrir, c'était pas forcément volontaire, mais je pense qu'inconsciemment, je m'en suis rapproché. J'ai toujours photographié principalement les communautés noires. Donc la diaspora noire dans le monde, que ce soit à Détroit, à Lisbonne, etc. Et pour la première fois à Shanghai, j'ai vraiment photographié aucune personne noire. J'ai calqué un peu la construction de mon travail, c'est-à-dire le mode opératoire d'arriver quelque part, essayer de le comprendre. Et là, le faire avec des personnes qui parlent chinois, peu anglais, j'avais une traductrice évidemment, mais qui déjà me regarde avec une distance parce que je suis un peu un ovni là-bas, donc
Donc c'était un vrai challenge. En fait, j'ai pris 3 semaines de claques. Et les photos, j'en suis extrêmement fier. J'ai une sélection de près de 300 photos où je documente voilà, la jeunesse de Shanghai actuelle, cette jeunesse qui post-Covid, qui est créative, avec un état quand même assez strict. Voilà, donc il y a tout un travail aussi une intention en tout cas assez sociale aussi dans mon travail à Shanghai et qui est très loin et presque voilà, totalement déconnecté de ce que moi je connais. Mais j'ai quand même pu y trouver des points communs parfois dans le discours de certains Shanghaïens là-bas. Tu parles du fait d'être accepté dans des espaces où tu arrives comme un étranger. Comment tu parviens finalement à créer de la confiance avec tes sujets? Parce que j'étais curieux de découvrir un territoire que je connais pas, comment socialement les gens vivent, c'est quoi leur centre d'intérêt, est-ce qu'ils se plaisent en Chine, comment ils se placent par rapport au reste de la Chine. Voilà, j'avais énormément de questions et forcément ces questions elles accompagnent les photos. Enfin, les photos accompagnent les témoignages et les témoignages accompagnent les photos, ça va ensemble. Donc plus j'en savais et plus j'étais inspiré, et plus j'étais inspiré, plus je photographiais. En plus d'être photographe, comme si ça suffisait pas, t'es aussi DJ. T'as mixé au Pamela à Paris. Quel lien t'entretiens avec la musique? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que tu dissocies complètement les deux dans ta démarche? Dans ma jeunesse, j'ai principalement baigné dans la musique. Plus que dans la photo, plus que dans le sport, plus que dans toute autre chose. La musique, c'était par mes parents déjà, donc d'où mon nom Marvin pour Marvin Gaye. La génération où en tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Trace TV, les premières chaînes de musique, M6 qui passait les clips avant les films, c'est tombé parfaitement dans mon adolescence. Et en fait, pour moi, ça a été intéressant parce que dans ma jeunesse, j'entendais beaucoup de musique et à peu près vers mes on va dire 12-15 ans, j'ai commencé à mettre des images sur la musique que j'écoutais par justement ces plateformes. Et pour moi, je pense que la naissance de ma passion pour l'image, elle est arrivée là, sans m'en rendre compte. Et que finalement, quand j'ai commencé quelques années plus tard, vers mes 22 ans, 20 ans, à faire de la photographie, j'ai tout de suite senti une inspiration des clips, aussi du cinéma, parce que j'ai une maman qui aimait beaucoup le cinéma, qui nous mettait beaucoup de films à la maison. Ça a toujours fait partie de mes inspirations, c'est-à-dire que quand je produis une série de photos, en général, j'ai toujours un album en général ou un artiste qui va aller avec. Skepta fait partie des sons en tout cas des artistes que j'ai le plus écouté en produisant à London. Mes voyages m'ont permis de me rendre compte que par exemple à Londres, les gens sont hyper polyvalents. Pas que artistiquement, mais dans la vie en général, les gens s'autorisent à faire plein de choses. Je me suis dit, mais Marvin, en fait, si t'aimes un autre médium, si t'es passionné par autre chose, c'est pas parce que t'es photographe que tu dois t'empêcher de le faire. T'as la chance d'être reconnu, en témoignent notamment des couvertures médiatiques. Est-ce que la réussite, elle tient à ça, la reconnaissance de ses pairs et aussi de la presse? Ou est-ce que tu la sens autre part? Est-ce que tu peux nous en parler? Pour moi, la vraie réussite, c'est vraiment quand j'aurai assez de moyens de m'offrir une belle maison, payée, avec une voiture payée, que mes parents soient bien, que mes frères et sœurs soient bien, et que je puisse aussi inviter mes amis aisément et qu'on puisse vivre aisément sans crainte financière. Pour moi, ça, c'est la réussite. Chose dans laquelle je ne suis pas, bien loin de ça. Et c'est pour ça que pour moi, je perçois la réussite d'une manière différente. Alors, il y a une reconnaissance de mon travail, ça c'est certain, et j'en suis très 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 fier. Mais pour moi, j'ai pas encore réussi. Je suis encore pas du tout. Pour moi, je suis exactement comme un jeune qui commencerait la photo ou un jeune qui est en études. Pour moi, je me considère pas plus dans la réussite que ça pour le moment. Pour moi, c'est très éphémère tout ce que je vis. De quoi est-ce que tu rêves en tant qu'artiste, mais aussi en tant que citoyen du monde? Je pense qu'en tant qu'artiste, mon rêve, il est déjà là. Avoir du monde à mes expos, une telle population aussi diverse, ça, c'est déjà quelque chose. En tant que jeune de quartier qui, initialement, à l'école, on me disait que l'art, c'était pas fait pour moi. C'est déjà un rêve. En fait, je vis déjà dans un rêve quand je pense à l'artiste que j'étais petit.